Bienvenue à tous dans l'entretien de ce 8 mai qui, comme on vous le disait, reçoit Dr Marius de Soulevo. Il est ancien secrétaire général adjoint de l'ARAC et expert en droit du numérique et des médias. Dr de Soulevo, bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ben ça va. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui exclusivement des médias, puisque c'est d'ailleurs notre semaine, la célébration du 3 mai, journée de la liberté de la presse, l'occasion pour les acteurs des médias et les professionnels des médias de réfléchir évidemment aux problèmes qui minent la coopération et de rappeler aux gouvernants leur rôle en matière de liberté de presse. En matière justement de cette liberté de presse, il y a, docteur de Soulevo, Reporters sans frontières qui évalue cette liberté dans 180 pays. Dans ces classements, le Bénin ne cesse ces dernières années de perdre des points. Le dernier rapport qui est presque objet de polémique, qui classe le Bénin à la 121e place, alors que l'année dernière, c'est-à-dire en 2020, nous avions occupé la 118e place. Vous, qui êtes expert des médias, quel regard portez-vous sur cette position du Bénin depuis quelques années? Ben, sur cette position, ou du moins sur ce que Reporters sans frontières dit, j'ai été vraiment surpris. Surpris, étonné, je me suis posé des questions. Comme nous tous. Bien sûr, parce que c'est extraordinaire de voir que, alors qu'il y a une embellie au niveau de la profession, alors que des efforts sont faits de part et d'autre, que l'on se rende compte que, au lieu que le classement s'améliore, bien au contraire, nous perdons 7 points, 7 places. C'est incompréhensible. Parce que je me suis amusé à regarder un peu les critères sur lesquels Reporters sans frontières se base pour évaluer les pays. Alors, au nom de ces critères, il y a le cadre législatif, le cadre institutionnel, le contexte, oui, le cadre législatif, oui, le contexte socio-économique, le contexte politique. Donc voici les points sur lesquels Reporters sans frontières se base pour faire son évaluation. Je me suis également amusé à prendre chacun de ces points-là. Quand je parle, je prends le cadre juridique. Alors, je me dis, mais en 2021, c'est-à-dire entre le dernier rapport et celui qu'on nous présente depuis quelques jours, quels sont les tests qui ont été pris? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les tests qui ont été adoptés? Quels sont les actes réglementaires qui ont été pris, qui sont de nature à porter atteinte à la liberté de la presse, donc qui sont liberticides? Je n'en ai pas recensé. Bien au contraire, j'ai plutôt observé que, par exemple, les médias en ligne qui étaient dans un contexte de vacuité qui n'était pas suffisamment encadré ni reconnu. Parce que vous savez que les médias en ligne au Bénin sont assujettis à un régime d'autorisation. Pendant longtemps, il n'y a pas eu cela. Mais on a constaté que le régulateur, ces derniers temps, le processus a démarré véritablement. Si je ne me trompe, ils sont déjà allés sur le terrain pour aller constater les équipements techniques, pour vérifier s'il y a une conformité entre ce qui est dans le cahier des charges et les propositions qui ont été faites par les médias. Et je trouve que quand on met tout cela dans la balance, il y a une avancée. Au niveau politique, c'est vrai, nous avons eu l'élection présidentielle de 2021, mais vous avez observé avec moi que c'était une élection où il n'y a pas eu de problème en tant que tel parce qu'il n'y avait pas trop d'enjeux. Est-ce que vous voyez? Donc ça n'a pas amené les journalistes à prendre position à telle enseigne que les politiques publiques soient obligées, voilà, de porter entorse à leur travail. Du point de vue économique également, il n'y a pas eu de changement.
il n'y a pas eu de... Par exemple, quand je donne un exemple, hein, vous prenez les redevances, il n'y a pas eu augmentation des redevances, il n'y a pas eu des mesures fiscales qui sont venues, je vais dire, complexifier le travail des journalistes. Donc, c'est normal que lorsqu'on fait cette analyse rapide, on se dit, mais sur quoi ils se sont basés? Parce que je dis qu'il y a un risque. Il y a un risque que ces classements de Reporters sans frontières soient finalement banalisés. Parce que beaucoup se demandent déjà le coût de ce classement. Voilà, puisque tout le monde se pose des questions. Tout le monde se pose des questions. On peut accepter la stagnation. Mais un recul de 7 places, ça ne se justifie pas. Donc selon vous, cela n'illustre pas réellement la réalité du Bénin? Non, c'est pas tant, ça se voit. Non, je ne pense pas. On ne peut pas dire que tout est clean. On ne peut pas le dire, mais dire que nous avons reculé de 7 points, je ne vois pas les éléments tangibles qui permettent de justifier cette posture. Et comme je le disais, il ne faut pas que Reporters sans frontières nous amène à une banalisation de ce travail-là qui est important, qui a été pendant longtemps une référence. Vous voyez, à moins que, bon, ils prennent le contexte politique général ou bien ils font, je vais dire, combat par procuration. Vous voyez? Donc, c'est mon premier sentiment par rapport à ce classement-là. Et certains pointent du doigt peut-être les contrats avec le gouvernement, contrats de non-agression et autres mesures pour pouvoir justifier cet état de choses. Vous avez jamais vu ce contrat? Excusez-moi, c'est vous qui posez la question, mais j'ai envie de demander, est-ce que ce contrat existe? Bon, à supposer que même que ce contrat existe. Mais prenez le Code de l'information et de la communication à son article 5. Le Code, en dressant la typologie des médias, a reconnu ce qu'on appelle le journalisme d'opinion. C'est cela. Donc, le journaliste qui ne sait pas, qui se fait le relais de la politique gouvernementale, il n'est pas encore en faute. Il n'est pas encore en faute. Il donne de l'information, c'est vrai, mais il peut être partisan. Retrouver peut-être des titres, retrouver des titres qui sont presque les mêmes choses d'un média à un autre. Les analystes vous diront que ça ne reflète pas en réalité cette liberté d'opinion, cette liberté d'expression, puisque le gouvernement, via ce contrat, qui a la même mise sur ces médias-là. Oui, si tant est qu'il n'y a pas de pression. Je suis dans la supposition. S'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas une obligation, d'accord, de relayer comment dirais-je, les informations qui proviennent du gouvernement, j'ai dit le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas parce que le journaliste est libre de faire ce qu'il veut. Mais écoutez, le journaliste doit s'assumer. Il doit s'assumer. On n'oblige personne à signer un contrat. Vous savez, là, nous sommes en droit. Et on vous dit que ce genre de contrat, c'est les contrats qu'on appelle des contrats synalagmatiques. C'est-à-dire qui entraînent des obligations de part et d'autre. Donc, qui impliquent, a priori, un consentement. Mais quand je signe, j'assume. Je signe, j'assume. Le gouvernement, je ne pense pas, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais mis un revolver sur la table d'un journaliste pour dire signer des contrats. Mais écoutez, quand vous regardez dans notre presse, c'est vrai que ce n'est pas, ils ne sont pas nombreux à aller contre les opinions du gouvernement, mais il y en a quand même. Mais ceux-là aussi, ils ont besoin d'argent. Ils peuvent dire non, mais ils ont accepté d'assumer leur position, de dire nous avons décidé de ne pas marcher selon les canons du gouvernement, selon les règles du gouvernement. Ça existe. Donc ceux qui y vont, on ne peut pas les condamner non plus. C'est vrai que ils doivent faire quand même la part des choses en ne devenant pas des structures de communication. Parce que l'article 18 de notre code de déontologie interdit cela, que les fonctions d'attaché de presse donnent de communicants sont incompatibles avec celles du journaliste. Donc, il y a à rester dans cette fourchette pour ne pas tomber dans des travers que vous semblez condamner.
Vous avez dit ne pas comprendre ce classement de RSF qui presque ressemblerait à peut-être de l'acharnement, mais RSF considère également la fermeture des organes de presse, ça vous n'êtes pas sans le savoir. Certains citent le cas de Soleil FM, même si ce n'est pas en 2021, mais il y a au moins la suppression de l'ABPF, docteur Marius Toussieu. L'ABP, pardon, la suppression de l'ABP qui a été faite par le gouvernement. Vous savez, la justification du gouvernement, c'était quoi? Que c'est une structure qui est dépassée. C'est vrai que pour les défenseurs... La solution, c'est forcément j'en viens. Alors, pour une structure qui est dépassée, peut-être qu'on aurait pu, d'accord, on aurait pu renforcer les capacités. On aurait pu amener ceux qui sont là à avoir les meilleures connaissances, les connaissances actualisées pour pouvoir faire le travail. Parce qu'on a besoin quand même d'une agence de presse. On a besoin de cette agence qui donne des informations pointues. Est-ce que vous voyez? Pendant longtemps, l'ABP, on sait où on a pu la positionner. Bon, le choix du gouvernement a été de dissoudre l'ABP. Bon, je vais dire que je n'étais pas trop favorable à la chose. Je n'étais pas trop favorable à la chose parce que du point de vue, je vais dire compétence, du point de vue expérience, les gens de l'ABP en ont. Les gens de l'ABP en ont parce qu'il y a vraiment des anciens qui savent comment recueillir l'information, même lorsque... Oui, ça c'est un critère qu'on ne peut pas... oui, mais est-ce que ça peut justifier le fait qu'on perde cette place? C'est la grosse question. En fait, le problème, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais je dis, quand on voit qu'on perd 7 points, 7 places, on se pose des questions. Et ça, c'est normal. Vous voyez, vous avez sorti cela. Mais si c'est parce qu'on a dissous l'ABP, si c'est juste pour cela qu'on a perdu 7 points, je pense que c'est exagéré. Je pense que c'est exagéré. Parce que, et c'est ça aussi la difficulté avec Reporters sans frontières, c'est-à-dire que les choses ne sont pas suffisamment renseignées. Quand je veux voir, par exemple, le Bénin qui a perdu 7 points, je dois pouvoir aller sur le site et trouver tous les griefs contre le Bénin. Contre le Bénin. Mais quand je ne veux pas trouver ça, que vous voyez, c'est des conjectures. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'on a licencié des gens à l'ORTB, des gens parlent de Soleil FM, des gens parlent de je ne sais quoi. Donc vous voyez, on est tous dans des conjectures. On ne comprend même pas. Parce que le Bénin se retrouve derrière le Togo, voilà, on ne comprend la pas. Côte d'Ivoire, voilà. Des pays qui... Donc c'est normal que ceux qui s'intéressent aux médias se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en principe, je pense que quand Reporters sans frontières fait ces choses-là, il doit y avoir des recommandations. Peut-être qu'à partir des recommandations, on peut se rendre compte des griefs. Mais on se contente de dire qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Et puis n'oubliez pas, c'est des gens qui portent l'information à Reporters sans frontières. Vous avez vu, ils ont dit qu'ils ont changé un peu leur mode d'appréciation, qu'ils ont mis en place des experts, des choses comme ça. Mais les experts qui les renseignent. Donc c'est fait de telle sorte que ces experts ne se retrouvent pas en face avec le gouvernement où la gestion en place, c'est que c'est foutu en réalité pour le classement. Mais c'est l'impression que ça donne. Et je trouve que ce n'est pas bien. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas que dans les classements, à travers les classements qu'ils font, que l'on ait l'impression qu'ils sont en train de mener un combat par procuration. Qu'ils sont en réalité en train de condamner toute la gouvernance en général, mais que normalement, ils devaient plutôt s'intéresser à la question des médias. Vous voyez? C'est ce que je pense. Que même fasse des enquêtes de fond, en réalité. Voilà, faites des enquêtes de fond. Pour ne pas se limiter à aux informations qui... Et surtout prendre le point de vue du gouvernement aussi. Parce que c'est eux qu'on met en clou au pilori. Mais voilà, nous avons appris que vous avez fermé ci, vous avez fermé ça. Mais vous savez que les médias à des moments aussi peuvent être dangereux. Vous connaissez l'histoire des radios Mille Collines. Bien sûr. Les médias peuvent être dangereux, mais si le gouvernement qui a la charge d'assurer la sécurité de tous se rend compte que vous devenez dangereux pour les autres, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il agit. Mais si vous étiez allé vers le gouvernement pour comprendre, pour savoir, peut-être que vous les comprendriez. Est-ce que vous voyez? Mais s'il n'y a pas, comment dire, ce contradictoire-là, s'il n'y a pas ça, et que vous êtes, c'est pas où se trouve à Paris ou en Grande-Bretagne, et on vous envoie des informations, vous les placardez, et pour cela vous condamnez. Vous avez vu la réaction du gouvernement?
Vous avez vu la finale? Hier, je lisais, le gouvernement a dit que mais le gouvernement a dit que pas oui, critiquer non plus les critères, mais qu'il prend acte. Surtout, le gouvernement a dit qu'il prend acte. Parce que c'est comme si c'est de l'eau versée sur le dos d'un canard. Et ce n'est pas bon quand on en arrive là. Mais quand vous faites des choses, on dit, mais bon, laissez-les, ils n'ont qu'à dire. Parce qu'on ne comprend pas. Vous voyez? On n'est pas là pour défendre le gouvernement, mais on est là pour dire les choses. Puisque vous avez dit à l'entame que personne ne sait sur quoi ils sont fondés. Parce que nous sommes au Bénin et nous voyons, nous apprécions au moins ce qui est ostentatoire, ce qui est comment dirais-je, appréciable, ce que l'on peut toucher, les factuels. On voit. On voit. Tout ce qui est tangible, on voit. Mais on se dit, mais voilà, ça sort d'où? On peut perdre, je peux accepter qu'on stagne. Qu'on stagne parce que le gouvernement aussi a besoin de faire beaucoup d'efforts encore pour que nous puissions retrouver nos, comment dirais-je, nos places d'antan. C'est ce voilà. dont tu as parlé d'ailleurs, le porte-parole. Voilà, c'est cela. Mais bon, voilà. Vous évoquez tout à l'heure le code du numérique. Il y a quand même cette, je vais dire, pénalisation que le code numérique introduit, ce que le code de l'information a dépénalisé pratiquement. Sur cet aspect, on peut peut-être comprendre, Reporters sans frontières, même si le code n'a pas été voté en 2022. Vous savez, j'ai eu la chance d'être le président d'un comité mise en place par l'UPMB et Frédéric Chebet, qui a réuni des juristes et de grands professionnels pour réfléchir à la question. Mais on a comme l'impression que les gens ne lisent pas les textes. Ils relaient surtout ce qu'ils entendent. Alors, le code du numérique, qu'en est-il? Alors, quand vous lisez le code numérique, vous avez l'impression effectivement qu'il y a une sorte de pénalisation, il y a une sorte de mise sous boisseau des libertés, mais en même temps, il y a des dispositions qui vous amènent tout de suite à être moins radical dans votre jugement. Lesquelles? Alors, je prends l'article 558 du code du numérique. Cet article dispose que on ne peut pas sanctionner un journaliste au-delà de ce qui est prévu par le Code de l'information. Alors, vous savez que le Code de l'information, c'est le texte naturel du journaliste. C'est le texte qui fonde même leur profession. C'est pour cela que le journalisme, même, on dit que le droit des médias est un droit dérogatoire au droit commun. Parce que, vous voyez, donc il y a des aménagements pour le journaliste. Donc il n'est pas question que le Code du numérique vienne prononcer des sanctions qui soient supérieures à ce qui est prévu par le Code de l'information. Alors, ça veut dire naturellement que le Code de l'information, qui a déjà consacré la suppression des peines privatives de liberté, on ne peut pas retrouver encore cela dans le Code du numérique. Conclusion, ou synthèse si vous voulez, le Code du numérique ne peut pas enfermer des journalistes. On ne peut pas enfermer des journalistes sur la base du Code du numérique. Ce n'est pas possible. On citera des exemples, mais moi, j'ai une préoccupation majeure, puisque dans ce contexte du numérique, qu'en est-il de ces journalistes qui exercent en réalité sur le support qu'est le numérique? En cas d'infraction, on leur applique quel test? Le code du numérique ou le code de l'information? Ça, c'est le plaidoyer de l'UPMB. Je sais, puisque je suis dans ce plaidoyer-là. Je peux vous dire, si vous permettez, parce que n'escamotons pas cette question-là qui me paraît importante, les journalistes, vous avez parlé de certains journalistes qui ont été enfermés, vous voulez dire. Vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ne peut pas les sanctionner au-delà de ce que le Code de l'information a prévu. Mais quand vous prenez les sanctions qui ont été prononcées, c'est généralement parce que ces journalistes-là n'arrivent pas à prouver leur qualité. L'article 21 du Code de l'information dispose que la qualité du journaliste se prouve par la détention de la carte de presse. Mais quand vous allez devant le juge, parce que excusez du peu, le journaliste ne peut pas faire des choses qui sont contraires à ce que la loi prévoit. C'est également des citoyens. Donc, si vous allez devant le juge et que le juge vous demande de décliner votre identité, vous appelez tant,
vous êtes journaliste. Il dit, bon, donnez-moi votre carte pour attester que, pour véritablement voir que vous êtes journaliste. Et vous n'avez pas cette carte. Qu'est-ce que le juge fait? Le juge va rester dans les présuppositions. Il va rester dans les présomptions. Non, lui, il a besoin de documents qui prouvent que vous êtes journaliste. Mais pourtant, il signe des articles dans la presse, on voit leur nom. Oui, vous savez qu'en matière de, comment dirais-je, en matière de droit, on dit que la preuve, c'est la rançon du droit. Ouais, devant le juge, tout de suite, là, vous faites. Mais vous savez également qu'en matière journalistique, on peut signer sous le nom de quelqu'un d'autre. Tout est possible. Maintenant, est-ce que lorsque un journaliste est connu, est reconnu, de manière ostentatoire, nous savons qu'il signe des articles, est-ce que cela est suffisant pour que devant le juge, sa qualité de journaliste soit prouvée? Voilà des questions que l'on doit se poser. Et peut-être, parce que nous allons le suggérer, que lorsque les textes seront amendés, qu'on puisse mettre ces dispositions-là, qu'on puisse les intégrer. Mais à l'état actuel de notre législation de droit positif, il faut l'accepter. Parce que quand une disposition est expresse, quand une disposition est claire, on ne l'interprète pas. Est-ce que vous voyez? On ne l'interprète pas. Alors quand c'est comme ça, voilà, le juge prend des sanctions. Et puis voilà. Je vous donne un exemple, celui de Casimir Pedjo, du journaliste Casimir Pedjo. Quand il est arrivé devant le juge, que le juge a décliné votre identité, il n'avait pas sa carte. Mais il était déjà dans le processus, il avait déjà une carte qui a expiré, il était dans le processus de renouvellement. Mais le juge a permis qu'on puisse prouver cela. Mais quand il a prouvé cela, on l'a considéré comme journaliste. On ne l'a pas enfermé. Est-ce que vous voyez? Donc j'explique un peu la logique dans laquelle le juge évolue. Est-ce que vous voyez? On peut ne pas accepter, mais on doit reconnaître que c'est l'état actuel du droit. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur le qui est journaliste. Il y a toujours ma question précédente à laquelle on n'a pas encore répondu, celle du journaliste qui exerce sur le numérique, le support numérique. On lui applique quel test en réalité quand il se retrouve en face d'une infraction? Oui, quand le journaliste se retrouve en face d'une infraction, il y a d'abord le code numérique. Vous savez qu'il y a cette question de complétude entre les textes, de complémentarité entre les textes. Alors, l'un des reproches, parce que j'ai toujours dit que nous avons l'un des meilleurs codes numériques. En termes de disposition, en termes de... Je vais dire, quand vous prenez le code du numérique, vous allez voir que ça a abordé beaucoup de questions. La question sur la cybercriminalité, la question sur les données à caractère personnel, les transactions électroniques, etc. Et un peu, comment dirais-je, les questions qui concernent le journalisme. Alors, lorsque le texte était en étude, je pense que ceux qui ont travaillé dans la commission, certainement, n'ont pas véritablement appréhendé qu'au niveau du code de l'information, qu'on parlait déjà du numérique. Parce que l'article 252, ou les articles 252 et suivants du code de l'information, avaient déjà parlé des publications multimédia en ligne. Et c'est d'ailleurs sur cette base-là que la HAC est en train d'autoriser les médias en ligne. Mais ce qui a manqué dans le code de l'information, c'est un régime juridique. Il n'y a pas de régime juridique. On a prévu ces médias-là, mais comment est-ce que le régulateur doit pouvoir appréhender non seulement ces médias et comment les réguler, les suivre? C'est ce qui a véritablement manqué. Mais je ne pourrais pas dire que le code du numérique a répondu à la question. Non, pas du tout. Donc voilà, ça c'est des failles que l'on pourrait corriger. Donc là, le journaliste se retrouvera tout bonnement à appliquer le code du numérique, enfin, au plaisir du juge finalement. Non, pas du tout, pas au plaisir du juge. Mais si d'aventure, le juge, d'accord, décidait d'appliquer le code du numérique, il n'appliquerait pas des sanctions qui sont supérieures au code de l'information. Donc c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Puisque dans le code du numérique, effectivement, on a parlé des publications en ligne. Oui, on a parlé des publications. Dans le cas d'espèce, le journaliste sera traité presque comme un cybercriminel, ce qu'on ne pourrait accepter. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Vous allez voir les propositions que nous avions faites à l'époque, c'était d'éviter l'amalgame. Parce que le journalisme, c'est une profession noble qui est protégée depuis tout le temps. Donc, les mettre sur un même palier comme ça, ça peut, comment dirais-je, créer des confusions regrettables. Voilà. Donc, que ce soit le code du numérique, que ce soit, comment dirais-je, le code de l'information, on ne peut pas mettre un journaliste en prison, par exemple. Voilà. D'accord.
Alors, on parlait tout à l'heure de la question du qui est journaliste et on a cité l'article qui pour prouver sa qualité de journaliste, il faut détenir la carte de presse. Par rapport à cette détention de la carte de presse, vous n'êtes pas sans savoir les conditions d'attribution de cette carte puisque vous avez été le secrétaire général adjoint de l'ARAC. Beaucoup de confrères ne trouvent pas accessibles ces conditions d'attribution. Est-ce que cela fait de moins journalistes? Mais non. Je vous ai donné l'exemple de Pedro tout à l'heure. Je vous ai dit que quand il était devant le juge, il n'avait pas sa carte de presse. Les conditions d'attribution, mais les conditions d'attribution, vous savez, on est parti de quelque part. On est parti de quelque part. Au Bénin, à l'époque, il n'y avait pas d'école de journalisme. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas d'école. Soit on faisait sur la base, ou du moins sur l'aide de l'État à la presse, on envoyait quelques journalistes à l'extérieur pour aller se faire former. Mais la plupart à l'époque n'avaient pas fait d'école. Mais des dispositions avaient été intégrées, des dispositions consensuelles, parce que n'oubliez pas que la commission d'attribution de la carte de presse, il y a également les associations professionnelles. Toutes les associations sont représentées. Donc ce n'est pas la HAC qui se réunit quelque part et qui prend ces décisions-là. C'est tout le monde. Et ceux qui sont dans la commission, notamment les professionnels des médias, connaissent mieux les problèmes de la presse. Donc c'est eux qui font ces propositions-là. Et je ne pense pas que des gens se soient plaints par rapport à ça. Le problème qui généralement pose, c'est le problème de l'accessibilité, de la disponibilité en temps réel de la carte. Et ça, c'est vrai, c'est à déplorer. Parce qu'il arrive des moments où vous faites la carte et puis c'est des mois plus tard que vous avez la carte. Et je vous dis qu'il y a quelques années, je faisais également partie d'un comité qui était allé négocier avec le gouvernement pour que la carte de presse puisse procurer des avantages. Vous savez que en Europe, dans les pays européens, dans les pays avancés, quand vous avez une carte de presse, vous êtes exonéré pour beaucoup de dépenses. Par exemple, pour la téléphonie, pour les voyages, tout cela, on vous faisait des réductions. Voilà, donc c'est je pense que c'est dans cette trajectoire-là que l'on doit emprunter lorsque nous parlons de carte de presse véritablement. Et pendant que les journalistes attendent d'obtenir cette carte de presse, s'ils se retrouvaient en infraction, vous avez donné le cas du confrère Casimir Pédia tout à l'heure, si le juge n'est pas si complaisant, là on cesse de travailler le temps de détenir la carte de presse ou on fait comment? Non, vous savez, vous pouvez écrire au régulateur. Vous écrivez au régulateur, le régulateur va prouver que vous avez fait votre demande et que lorsque la commission a statué, vous avez été retenu comme journaliste. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en réalité, les institutions ne s'opposent pas. Les institutions peuvent collaborer. Donc le juge, si le monsieur dit qu'il est journaliste et qu'il a déjà déposé et qu'il est même retenu comme journaliste et que sa carte n'est pas disponible, le juge, je pense, dans sa magnanimité, doit pouvoir poser la question au régulateur et avoir la réponse qu'il faut. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais il est à souhaiter. Il est à souhaiter que cela se fasse vraiment très rapidement. Lorsqu'on lance l'appel à candidature, une semaine, 2 semaines après, c'est des choses qui doivent pouvoir être vidées et trouver un mécanisme pour qu'il n'y ait pas de vide. Le journaliste qui finit dans la carte expire aujourd'hui ne doit pas attendre 5 mois, 6 mois. C'est le cas actuellement, puisqu'il y a des cartes qui ont expiré et d'autres qui vont expirer, je pense, d'ici le 30 mai. Je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est ce que je déplore. Mais j'ai suivi l'actualité. Je sais qu'il y a une rencontre entre les responsables de la HAC et ceux de l'ANIP pour trouver ensemble un mécanisme, d'abord pour avoir une carte biométrique et pour que cela se fasse très vite. Donc il y a des réflexions dans ce sens-là qui sont en train de prospérer. Et qu'est-il devenu de votre proposition par rapport aux avantages, puisqu'on ne sent toujours rien, hein, parce on ne voit même pas plus l'utilité de la carte de presse en réalité, si ce n'est juste l'avoir. Écoutez, je vais bien vous retourner la question, parce que nous ne sommes pas... C'est vous qui avez fait ces plaidoyers. Nous avons fait le plaidoyer et c'était en bonne voie. Mais il reste que... Ah bien sûr. Donc ça veut dire que l'espoir n'est même plus permis, docteur dessus. Non, bien sûr. Vous savez, les gouvernements changent. Et c'est les associations professionnelles qui doivent porter le combat. Ce n'est pas des personnes extérieures. C'est à eux d'aller expliquer le pied fondé. Peut-être que les politiques, dans leur posture, dans leur position,
ils ne perçoivent pas les choses comme vous. C'est à vous d'aller montrer la nécessité d'avoir des avantages, la nécessité d'avoir des exonérations. Puisqu'on fait des exonérations sur beaucoup de choses. Pendant longtemps, il y a eu des exonérations sur le matériel informatique. Mais si vous allez prouver, vous démontrer que vous en avez besoin, d'ailleurs, les redevances ont été de manière drastique réduites. Ouais, je pense même que les médias, certains médias même payent 200 000 francs de redevances annuelles. Vous voyez? Donc, il y a quand même des choses qui se font et qu'il faut saluer, même si l'on considère qu'on doit faire davantage. Donc, vous pensez, comme ceux-là qui estiment que les fêtières sont un peu trop amorphes face au gouvernement par rapport aux besoins, aux demandes, aux doléances des professionnels des médias? Non, le dire, ce ne serait pas juste. Vous savez, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Et ceux que vous avez élus ont leur stratégie. Vous savez, une équipe A qui vient remplacer une équipe B n'a pas forcément la même stratégie que les autres. Est-ce que vous voyez? Il y a également ce qu'on appelle des priorités. Est-ce que vous voyez? Si face à ce qu'aujourd'hui l'on dit liberticide, hein, on dit qu'il y a un cadre juridique qui est liberticide, vous voyez, entre ça et aller négocier des exonérations, vous êtes obligé de faire la balance des intérêts, de choisir, parce que aussi le gouvernement, vous n'allez pas l'assaillir avec tous vos problèmes. Le gouvernement est obligé de faire une stratification, de faire des choix, en fonction je vais dire, de ses ressources également, en fonction de la conjoncture politique, économique. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et c'est vrai que vous êtes pressé, mais je pense qu'il faut établir des priorités. Et progressivement, les choses vont se décanter. Dans la priorité, on ne voit pas vraiment les médias, hein, docteur dessus. Nous, on est relégués souvent au second rang pratiquement. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que si vous percevez la chose ainsi, je pense que il faut s'en prendre à vous-même. C'est-à-dire? Oui, il faut s'en prendre à vous-même parce que vous êtes les médias. Quelquefois, j'ai l'impression que les médias ne connaissent pas leur force. Les politiques ont besoin de vous. Mais excusez, je ne vous conseille pas de faire du chantage. Mais faites-leur du chantage, pourquoi pas. Je n'ai jamais vu, par exemple, les médias faire grève. Ou les médias décider de relayer, comment dirais-je, l'actualité de tel ou tel. Vous avez beaucoup de moyens de pression également. Parce que n'oubliez pas, vous êtes dans des rapports dialectiques. Et le gouvernement a beaucoup de chats à fouetter. Et c'est souvent les plus pressants. Hein? C'est au plus pressant qu'on donne des réponses rapides. C'est cela. Qu'est-ce que vous faites? Mais un média ne peut pas rester en solo, décider de faire ce mouvement dont vous parlez. Mais vous avez des fêtières, non? D'où ma précédente question. Vous avez trouvé qu'elles font leur boulot? Je pense qu'elles font leur boulot. Les fêtières font leur boulot. Mais ici, c'est qu'il faut dégager des priorités. Est-ce que vous voyez, il faut dégager des priorités? Et j'ai mis en rapport ici la question de la liberté, la question des exonérations. Actuellement, vous fonctionnez bien sans les exonérations, même si c'est important pour vous. Mais les libertés, quand vous n'êtes pas debout, quand vous ne pouvez pas écrire, quand on vous empêche, ou lorsque la fiscalité vous accèle, vous ne pouvez pas. Il y a également la question de la libéralisation de la presse qui pose problème, qui est peut-être aussi l'une des difficultés que rencontrent les fêtiers, puisqu'il y a beaucoup de journalistes qu'il faut prendre en compte et il faut justement prouver leur qualité de journaliste. Oui. Et comment on fait justement pour s'imposer, comme vous nous le suggérez, au gouvernement? Oui, mais vous savez qu'il y a les États généraux. Hein. Justement. J'ai eu la chance de participer aux États généraux. Et je peux vous dire que les problèmes de la presse ont été mis en lumière. Les problèmes de la presse ont été mis en lumière. Parce qu'il y a des exégètes, des bois verts de la profession qui sont venus faire des exposés sur tous les compartiments de la presse pendant des jours. Mais que sont devenus les résultats? C'est des questions que vous devez vous poser. Que sont devenus les résultats? Est-ce qu'on les met en œuvre? Vous voyez, il y a une réforme qui est passée, qui a fait, est-ce que je vais dire, couler beaucoup d'encre et de salive. Mais la dissolution du ministère de la Communication. Mais vous avez vu les explications que le chef de l'État a données. J'ai vu des journalistes
commencer par crier pour dire non, mais ça, c'est dangereux, c'est ceci, cela. Mais c'est une demande expresse des États généraux. C'est cela. Il y a eu 2 États généraux. Hein, je parle des dernières, de 2014. De 2004. À un moment, on s'est rendu compte que l'institutionnel, je parle de la HAC, et le sectoriel, je parle du ministère de la Communication, avaient pratiquement les mêmes attributions. Pratiquement les mêmes attributions. Formation, ceci, cela. Quand vous prenez l'AOF du ministère de la Communication à l'époque, et que vous prenez la loi organique ou le règlement intérieur de la HAC dans certaines dispositions, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement la même chose. C'est normal qu'il y ait des achoppements. C'est normal qu'à certains moments donnés, que nous, sur le terrain, qu'on voit 2 tendances. Ça ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas. Le ministère de la Communication, normalement, doit rester dans le volet propagande et autres du gouvernement. Mais ce n'est pas à lui de venir former, par exemple, les journalistes. Ce n'est pas à lui de venir, comment dirais-je, travailler sur la législation, faire des propositions sur la législation. Est-ce que vous voyez? Donc, il y avait également, vous avez vu qu'il fut des années où, même pour la signature de la carte de presse, voilà des goulots d'étranglement. Parce qu'un ministre n'est pas disponible ou parce que tel n'était pas disponible, il n'a pas été possible de pouvoir signer les cartes de presse à temps. Est-ce que vous voyez? Mais si on confiait tout le processus à un organe, est-ce qu'on aurait ces problèmes? On n'aurait pas ces problèmes. Donc, je pense qu'il faut porter un regard, regarder autrement ces choses-là, pour pouvoir, ma foi, faire bénéficier à la presse. Quand vous prenez l'un des critères de Reporters sans frontières, c'est le pluralisme médiatique. Le Bénin a opté pour cela. Le Bénin a opté pour le pluralisme médiatique. Alors, la régulation peut se faire par elle-même. Vous savez, la régulation se fait à 3 niveaux. La régulation, elle est structurelle. La régulation, elle est technique. Et la régulation concerne les contenus. Au niveau structurel, c'est quoi? Le niveau structurel, c'est l'ensemble des mécanismes qu'on met en place pour s'assurer que, suivant les prescriptions des lois ou des règlements, que nous sommes dans un oligopole ou dans un duopole ou encore dans un monopole. Ça dépend. Et si la loi prévoit que nous soyons dans une situation d'oligopole ou de plusieurs médias, nous sommes obligés de respecter. Mais en même temps, nous prenons les dispositions pour que ces médias-là respectent les canons de la profession. Au niveau structurel. Donc, au niveau structurel, ici, nous avons opté pour le pluralisme. Donc, il ne revient pas ni au régulateur, ni à une autorité politique de dire aujourd'hui, je veux 4 médias au Bénin. Sans que la loi ne l'ait prévu. Donc, c'est ça la régulation structurelle. Également au niveau technique, c'est le régulateur qui va définir les instruments techniques qui peuvent être utilisés. Parce que vous savez qu'on peut avoir des interférences, on peut avoir des brouillages, etc., etc. Et l'autre chose également, c'est la concentration. Il faut éviter la concentration. Ouais. Donc, c'est autant de choses que l'on peut faire pour qu'on n'ait pas des médias qui viennent juste pour l'embellissement. Non. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau structurel, je pense qu'on ne doit pas limiter, ma foi, en regardant aux lois, mais mettre en place des mécanismes qui font que quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Parce que si le régulateur ne fixe pas le matériel qu'il faut, ça ne dit pas que, par exemple, je vous donne un exemple, pour les radios en FM, le régulateur dit la puissance apparente rayonnée, la puissance d'émission, peut-être c'est de 50 watts. Mais vous levez, vous allez à 200 watts. On a vu ça. Vous allez à 200 watts. Mais le risque, c'est quoi? Le risque, c'est des interférences. Parce que des médias qui ont été positionnés sur des fréquences qui ne sont pas très loin, d'accord, vous interférez, vous les empêchez de se développer également. Donc, par la régulation technique, vous les empêchez, voilà, je vais dire empêcher encore les autres médias de faire leur travail. Voilà. Maintenant, le troisième niveau, c'est le niveau des contenus, donc des programmes.
Le régulateur doit regarder les programmes. Est-ce que la déontologie est respectée? Est-ce que la loi, est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que le personnel est protégé? Parce que ça aussi, on ne dit pas, hein. On ne parle pas suffisamment du personnel. Mais vous savez qu'en 2015, si ma mémoire est fidèle, la HAC avait dû suspendre les fréquences simplement parce que les agents n'étaient pas déclarés à la caisse de sécurité sociale. Mais savez-vous que ce sont les journalistes qui se sont opposés aux régulateurs, qui ont dit que c'est faux, c'est parce que, bon, on soutient tel pouvoir, on fait... En créant aussi pour leur emploi, peut-être. Je ne justifie pas, ça c'est une probabilité. Vous savez, quelquefois, il faut aller au forceps. Quelquefois, il faut ruer dans les brancards pour mettre tout le monde au diapason, pour amener tout le monde à respecter la loi. Mais quand vous avez des journalistes qui ne sont pas déclarés, quand vous avez des journalistes qui ne sont pas payés à la fin du mois, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils soient dans le factuel comme on le demande, qu'ils donnent l'information juste et vraie, mais ils deviennent des communicants pour les autres structures. Ils ont l'information, mais parce qu'ils ont été payés, soit ils embellissent, ou bien soit ils ne disent pas ce qu'ils ont vu. Est-ce que ça ne témoigne pas, comme je le disais, est-ce que ça ne témoigne pas de la précarité réellement dans laquelle ils vivent, monsieur? Mais justement, c'est cette précarité qu'on veut corriger, en demandant aux responsables de les déclarer, en demandant aux responsables, d'accord, de mettre en œuvre la convention collective. Mais c'est cela. Mais quand le régulateur fait ces efforts-là, et que les journalistes eux-mêmes, c'est eux qui s'opposent à ces réformes, ben on se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce qu'ils sont des masos? Est-ce que c'est des gens qui trouvent du plaisir dans leur souffrance? On ne sait pas. Parce que vous voyez, il y a des combats que le régulateur a portés, des combats qui méritaient d'être accompagnés par les journalistes. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire. Pendant que vous leur montrez la lune, ils regardent le doigt. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des états généraux de la presse de 2014. Par rapport à ces états généraux, il a été proposé des entreprises de médias, puisque cela me permet d'évoquer la situation dont vous parlez. Est-ce que ce n'est pas un peu parce qu'on n'en est pas arrivé là que les entreprises de presse ne se retrouvent pas à même de pouvoir assurer les paiements de la caisse au niveau de la CNSS? Selon quel modèle économique les gens viennent dans la profession? Ce n'est pas parce que X ou Y a une télévision que je dois en avoir. Je dois me renseigner, je dois me renseigner sur l'environnement. Quel modèle économique je mets en œuvre pour pouvoir rentabiliser et m'acquitter de mes obligations vis-à-vis du fisc, vis-à-vis de mes employés, etc. Mais ce travail préalable n'est pas fait. L'autre chose, mais pourquoi ne pas aller à la mutualisation? Ça, c'est une proposition que je fais. Que les médias apprennent. Parce que, excusez du peu, on a cette tendance, nous, Béninois, à ne pas travailler ensemble. À ne pas chercher à être plus forts ensemble. Chacun veut être chef. Chacun veut être le PDG. C'est ça qui pose problème pour qu'on ne soit pas arrivé encore aux entreprises de presse? Oui, parce que quand vous êtes fort, vous avez la possibilité d'impacter ou d'influencer les décisions du politique. Mais quand vous êtes faible, vous voyez, aujourd'hui, il va chez Y, il a ce qu'il veut pendant que A et Z sont en train de sourire parce que c'est l'autre qu'on tape. Mais quand il quitte là-bas, il vient taper l'autre. Et personne ne parle. Finalement, il arrive à vous avoir tous les trois. Mais quand vous êtes forts tous les trois, et qu'il sait qu'il ne peut pas se passer de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de venir discuter. Il est obligé de venir vers vous. C'est ce qu'on demande. Ensemble, vous êtes forts. Mais regardez aujourd'hui, il y a eu un baromètre qui a été fait. Mais quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a du travail à faire. Et il y a un travail de mutualisation à faire aujourd'hui. Il y a des radios qui vivotent. Il y a des organes qui n'existent pratiquement plus. Des quotidiens qui paraissent une fois par semaine. Des radios, surtout à l'intérieur du pays, ils sont obligés de couper parce que, bon, il y a souvent des coupures d'électricité. Ils n'ont pas l'argent de faire pour faire fonctionner le groupe et on est obligé d'arrêter les émissions. Or, la loi vous fait une obligation. La continuité du service. Voilà. Là, vous n'avez pas respecté l'obligation de continuité. Mais si jamais le régulateur venait mettre en œuvre
les dispositions de la Convention, on dira que c'est liberticide. Vous voyez? Moi, je dis que lorsqu'on veut condamner, faisons ce que nous avons à faire. Vous voyez? Faisons intégralement ce que nous avons à faire. Comme ça, nous mettons le régulateur face à ses responsabilités et le gouvernement face à ses responsabilités. Et comment nos entreprises de presse feront finalement pour fédérer les efforts, puisqu'on a comme l'impression que c'est difficile. Ce n'est pas forcément l'ego dont vous parlez, mais vu de loin, on a comme l'impression que c'est un peu trop facile de proposer et trop difficile de mettre en œuvre. Bon, je pense que d'abord, il faut laisser tomber les égos. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde veut être PDG, tout le monde veut être DG, tout le monde veut être président. Donc, d'abord, quand on mutualise, on perd quelque chose soi-même d'abord. Il faut accepter cela. On perd quelque chose soi-même, il faut accepter ce changement-là. C'est d'abord le premier pas à faire. Et l'autre chose, se faire accompagner par des spécialistes. Parce que également, on aime biaiser. Parce qu'il y a des formalités, des procédures qui pourraient engendrer des coûts. On est obligé de prendre des gens qui ne se connaissent pas. Et puis après, c'est au bout qu'on se rend compte qu'on aurait dû. Vous voyez. Lorsque je vais créer une entreprise, je prends conseil. Il y a des spécialistes. Je prends conseil. L'environnement aujourd'hui, quand je suis à Cotonou et que j'ai plus de 15 radios à Cotonou, j'ai combien de télévisions à Cotonou? Est-ce que ce marché-là permet véritablement de rentabiliser, de rentabiliser 5 télévisions, par exemple? C'est presque impossible. Nous ne parlons pas des journaux. Regardez le nombre de titres que nous avons. Mais combien de Béninois entre nous? Combien de Béninois vont acheter des journaux? C'est à se demander comment les organes de presse survivent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que tout le monde crée un organe de presse. Soit parce qu'ils attendent, comme vous le dites, des contrats. Vous avez vu, quand l'actuel chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a voulu faire les choses correctement. Il a dit, écoutez, vous êtes journaliste. Vous allez parler de nous. Et vous voulez que nous vous donnions de l'argent. Mais il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais pourquoi est-ce que celui qui vend, je ne sais pas, dans le quartier, pourquoi est-ce que lui, on ne lui donne pas de subvention? Et c'est vous les journalistes, c'est à vous qu'on vous donne des subventions. Ces questions-là peuvent être posées. Même si à un moment donné, le politique a été regardant, a accepté ces choses-là, mais est-ce que ça va continuer? Un jour, quelqu'un dira stop. Mais vous avez vu comment certains journalistes, je dirais pas en pleurnicher, mais se sont vraiment plaints. Des organes ont fermé, des titres ont fermé, parce qu'ils n'avaient pas l'aide de l'État. Vous ne pouvez pas fonctionner. L'aide de l'État, on a dit aide. On vient vous pousser un peu. Mais l'aide d'État ne peut pas venir remplacer, comment dirais-je, vos dotations propres. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un peu de laxisme, il y a un peu de facilité que l'on note par endroit. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde par endroit et qui mérite vraiment qu'à un moment donné, que vous disiez la vérité pour avancer. Vous nous proposez d'être un peu plus actifs en matière de combat. Il y a des analyses qui suggèrent que les médias ou les journalistes aillent à une création de l'ordre des journalistes ou tout autre organisme sérieux. Qu'en dites-vous? Moi, je dis que ce n'est pas en créant un ordre qu'on va changer l'ordre des choses. Déjà, vous portez plus le combat. C'est vrai qu'il y a des facteurs, oui, mais si c'est un organisme sérieux comme l'ordre des comptables, comme l'ordre des architectes et autres, l'initiative sera un peu plus, ou le combat sera un peu plus sérieux et que les gouvernants devant nous vont mieux nous prendre peut-être au sérieux. Peut-être, mais peut-être aussi que c'est un jeu de mots. Est-ce que vous voyez? Parce que je me dis toujours que, non, quelquefois je pense qu'au niveau des journalistes, moi j'ai la chance d'avoir fait plus d'une quinzaine d'années dans cette affaire, je sais un peu. Vous savez, la presse même quelquefois a des problèmes, mais il n'y a personne pour faire par exemple des recours. Vous avez vu, vous incriminez le code du numérique.
Mais vous êtes journaliste. Le code du numérique n'a pas été adopté, et, je ne sais pas, au Togo ou ailleurs. Non. Mais pendant qu'on a adopté le code du numérique, pourquoi vous n'avez pas attiré l'attention, d'accord, du gouvernement ou de ceux qui ont porté la loi? Vous n'avez rien dit. On n'a pas manqué de le faire comme vous non, le faites. Non, j'ai suivi, vous n'avez jamais fait. Il y a eu des plaidoyers, Non, les plaidoyers c'est après. Mais quand vous faites un plaidoyer, ça ne marche pas, il y a les juridictions. Si c'est une disposition vraiment qui porte entrave à votre profession et que vous négociez, ça ne marche pas, vous pouvez saisir les juridictions. Il n'y a pas ça. Allez à la Cour constitutionnelle et regardez les premières mandatures. Quand vous allez voir les recours que des gens comme les Emmanuel Adjouvi, les Célestin Akpovo, les premiers des recours contre des actes posés par le gouvernement, vous allez voir qu'il y a eu des combats. Les Jérôme Badou et consorts. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Vous voyez, on est obligé de contourner, de chercher des choses. Mais le juge est là pour dire le droit pour tout le monde. Celui qui dit le droit ne fait rien de mauvais. Parce que ceux que vous avez en face de vous peuvent également se tromper. Ils peuvent même se tromper de bonne foi. Mais c'est à vous de le leur dire. Mais n'attendez pas. Vous savez, quand on vote une loi, on a adopté une loi promulguée, publiée, c'est difficile de revenir en arrière. Alors que pendant que la loi en étude, mais vous avez toutes les passerelles. Donc tout ce qui nous arrive en réalité, c'est de notre faute. C'est cela, docteur de En grande partie. En grande partie. Et je l'ai toujours dit partout où je suis allé, je l'ai toujours dit. Je suis resté en position de le savoir. Et vous, quelle est la solution? Si l'ordre n'est pas la solution, quelle est la solution pour vous? Non, moi je dis déjà, il faut faire confiance à ceux qui sont là. Les fêtières. Les fêtières. Et que la question de l'ordre soit une question, je pense qu'il faut que cela aille de manière progressive. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture brutale. Sinon, ce que vous allez faire, vous allez créer un ordre, d'accord? Mais à côté de ça, il y aura notre appendice qui va combattre l'ordre. Ça, c'est vu avec les pharmaciens. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que tout est rentré dans l'ordre, mais ça a existé, le combat entre les pharmaciens. Oui. Vous avez suivi. Voilà, donc il faut aller au pas à pas et faire attention là où on met les pieds. Alors, on va en venir sur la gouvernance institutionnelle des médias. Vous le savez, il y a la loi organique de la RAC qui sera revue ou revisitée si vous préférez. Oui. Pensez-vous que la RAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, est prête à jouer ce nouveau rôle qui lui sera confié, docteur Dessus? Mais la RAC n'a pas le choix. La RAC n'a pas le choix. Elle doit se mettre au goût du jour. Elle doit rentrer dans l'air du temps. Elle n'a pas le choix. Parce que, d'abord, c'est une prescription du chef de l'État. À chacun de prendre ses responsabilités. C'est cela que je déploie un peu, excusez-moi, l'attitude un peu des journalistes, hein, notamment des fêtières, qui n'ont pas bougé le cocotier. C'est-à-dire? Oui, le chef de l'État a dit, désormais nous allons confier le financement à la RAC. Nous allons confier la formation à la RAC. Mais attendez, quelles sont les actions que vous pouvez mettre au crédit des associations professionnelles aujourd'hui? Même des journalistes simples. Parce que ça ne concerne pas que les associations professionnelles. Les journalistes. Combien d'articles vous avez rédigés par rapport à ça? Il y en a eu, docteur, dessus. Peut-être que vous n'avez pas tout consulté. Je n'ai pas. Non, j'en viens. Par rapport à cette volonté du chef de l'État. Je suis passé sur des plateaux pour cela. Mais je peux vous dire que ça a été juste conjoncturel. Ça a été comme un feu de paille. Une semaine après, c'est fini, on n'en a plus parlé. En fait, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas que, bon, la mesure... En fait, les journalistes justifiaient plus la suppression du ministère que ce qu'on leur donnait. Combien de rencontres? C'est récemment que j'ai appris qu'il y a quand on met en place un cadre d'échange, un an après. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez dit, par exemple, par rapport au FADEM, que vous n'avez pas, comment dire, les subventions. Les subventions devaient être gérées autrement à travers un fonds, oui, et que cela a été gelé. Personne ne sait ce qu'est devenu ce FADEM. C'est vrai que je sais que la présidente actuelle se bat, je sais que le patronat se bat, mais est-ce que c'est suffisant?
Si ça ne bouge pas, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Parce que ça doit bouger. Mais c'est les fonds, le FADEM, c'est reconnu ou pas? C'est reconnu. Mais pourquoi est-ce que ça ne décolle pas? Mais c'est à vous d'amener Mais si le budget également, la RAC ne peut pas faire l'extraordinaire, si le budget de l'institution aussi ne permet pas de débloquer tous les fonds, comment on se retrouve? Non, mais vous savez, comprenez le chef de l'État. Le chef de l'État est en train de responsabiliser la RAC. Le chef de l'État est en train de vous dire in fine que votre interlocuteur désormais c'est la RAC. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas matière à craindre justement pour cette proposition ou cette idée? Non, mais c'est ce qui se fait, non? Il n'a rien inventé. Votre interlocuteur, c'est qui? Il y avait la RAC et il y avait le ministère de la Communication. Est-ce que vous comprenez? Désormais, le chef d'État vous dit, mais le ministère de la Communication n'est pas là parce que dans ses prérogatives, on avait l'impression qu'il y avait, voilà, il y avait cumul, ou il y avait conflit d'attribution, etc. Désormais, c'est la RAC qui est votre interlocuteur. Mais c'est vous qui devez profiter de cette embellie-là, de ce qu'on vous reconnaît, et vous allez vers la RAC. Posez vos problèmes. Si possible, écrivez, faites des émissions là-dessus. Mais vous êtes journaliste, moi je ne vous apprends rien. Nous, on constate. Hein? Faites feu de tout bois pour les amener à faire chose. C'est ça. Puisque le chef d'État même a dit, il a parlé, ou bien je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, il a parlé de financement, il a parlé de formation. Il dit que c'est la RAC. Mais allez vers la RAC. Que la RAC même vous dise qu'elle ne peut pas. C'est une institution, elle ne veut pas dire qu'elle ne peut pas. Non, mais écoutez, même si elle ne le dit pas de manière expresse, de manière implicite, elle peut le dire, non? Donc, ce que l'on craint par rapport à ce financement, peut-être qui sera octroyé, géré désormais par la RAC, c'est l'aspect entre griffes copinage ou qui sera cédé au gré peut-être de l'institution ou autre. Ça, c'est entre autres craintes des professionnels des médias et des fêtiers en l'occurrence. Je ne pense pas. En tout cas, aujourd'hui, je ne pense pas. Peut-être hier, je ne pense pas que les critères qui seront mis en place seront biaisés. En tout cas, c'est au péril de celui qui va se lancer dans ce genre de choses-là. Voilà. Ça, c'est l'aspect préparation de la RAC pour jouer ce nouveau rôle. Mais par rapport à ce rôle et les nouvelles attributions, qu'est-ce qu'elle devrait contenir pour une bonne et meilleure gestion de nos médias, docteur Dessus? Là, vous évoquez la question des enjeux, les véritables enjeux. Alors, je pense que les enjeux, c'est à tous les niveaux. D'abord, je prends le niveau du régulateur. Vous savez, le régulateur a besoin d'une transformation à l'interne, d'une transformation de ses rapports avec, ses partenaires. Le régulateur a besoin de se réinventer. C'est cela. Alors, quand je prends la question, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, hein? Oui. Nous sommes à l'ère du numérique. Mais est-ce que véritablement le régulateur se positionne comme celui qui doit gérer le numérique? Aujourd'hui, je me pose des questions. Des questions par rapport à comment se fera la régulation des médias en ligne. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi sur la question, j'ai beaucoup écrit sur la question. Mais c'est cela. Comment est-ce que le régulateur va faire? Les techniciens qui sont dans la maison, est-ce qu'ils sont outillés pour créer, des systèmes qui nous permettent de surveiller, ne serait-ce que ces contenus-là que nous autorisons? Puisque pour les presses qui émettent, il y a l'ODEM qui agit comme l'observateur de la déontologie, mais pour les presses en ligne, on ne sait pas sur quels critères il y a. Peut-être pour préciser un peu, l'ODEM, c'est un autorégulateur. Et le régulateur des médias, la RAC, s'occupe de la presse, même traditionnelle. Donc là-bas, c'est un tribunal des pairs. Ça, c'est avec des sanctions qui sont plus d'ordre moral qu'autre chose. Mais le régulateur, ce n'est pas le cas. Donc le régulateur s'occupe et de la presse écrite, et de l'audiovisuel, et des médias en ligne. Vous voyez? Maintenant, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la presse écrite. Hein. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'audiovisuel classique. Nous sommes en train d'aller dans même la TNT. Bien sûr. Comment est-ce qu'on régule tout cela?
Le régulateur doit faire des propositions. Il doit faire des propositions parce que quand vous autorisez des médias que vous êtes incapable de les réguler, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'effet boomerang. Ça vous revient comme une balle que vous lancez dans le mur. Ça vous revient. Et vous devenez comme une institution potiche, incapable de réagir. Mais vous devez mettre en place des mécanismes à la fois juridiques, des mécanismes techniques, administratifs, voilà, pour pouvoir prendre en charge ce genre de médias. Donc, il y a du travail. Je vous assure, il y a du travail. Et le régulateur doit pouvoir s'armer et le faire. C'est cela. S'il faut renforcer les capacités à l'interne, il faut le faire. S'il faut... Ça sera suffisant pour pouvoir faire face à ces différentes questions de régulation des médias en ligne. Comment ils seront traités? Seront-ils traités de la même manière que les médias classiques et autres? Mais absolument, c'est le point de départ. Parce que pourquoi est-ce que la loi demande aux régulateurs de signer des conventions? Parce que les conventions sont assises sur un cahier des charges. Bien sûr. Et lorsque vous ne respectez pas ces prescriptions-là, il est possible de vous appliquer des sanctions. Mais quand, pour appliquer la sanction, vous n'avez pas les mécanismes, je vais vous donner un exemple banal. Vous savez que les médias en ligne, nous sommes dans un secteur convergent. Secteur convergent qui associe l'informatique, l'audiovisuel et la télécommunication. Donc, c'est les trois ensemble qui font la convergence. Mais alors, si le régulateur qui contrôle les contenus, qui s'occupe des contenus, sanctionne les médias en ligne et que ce média n'obtempérait pas, qu'est-ce que le régulateur fait? Alors qu'on sait qu'il n'a pas la main sur le contenant. Parce que le contenant, c'est la télécommunication. Et vous savez que la télécommunication relève de l'ARCEP. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un problème complexe. Hein? C'est un problème complexe. C'est pour cela que l'article 12 du Code de l'information a dit que pour les questions de manquement à l'éthique et à la déontologie, qu'il y ait une collaboration, pour prendre les sanctions, qu'il y ait une collaboration entre la HAC et l'ARCEP. Mais le législateur est venu même créer une confusion en le disant. Parce que le législateur ne doit pas dire que c'est en matière de sanctions. Le régulateur doit être seul à prendre ces sanctions. Maintenant, la mise en œuvre de cette sanction, le régulateur peut demander une collaboration de l'ARCEP pour éventuellement fermer un site. C'est un exemple que je donne. Fermer un site. La HAC ne peut pas le faire. C'est l'ARCEP qui peut le faire. Mais la HAC ne va pas s'asseoir avec l'ARCEP pour prendre des décisions de sanctions. Peut-être que c'est contenu dans sa nouvelle loi organique, même si, puisqu'on ne connaît pas le contenu. Non, même si c'est fait dans la loi organique, moi en tant que juriste, je vous dis que ce n'est pas juste de faire comme ça. Parce que le régulateur, d'abord une institution constitutionnelle, ne peut pas s'asseoir avec un établissement public, d'accord, pour prendre des sanctions. Non. Ce n'est pas faisable. D'ailleurs, je sais que le régulateur n'accepterait pas. Peut-être la mise en œuvre de la sanction. Je vais dire déjà que, en fait, je suis en train déjà de soulever parce que je fais un travail qui va apparaître bientôt. Donc, sur certaines difficultés que l'on peut aplanir pour que le secteur soit vraiment voilà, un secteur où il y a moins de problèmes. Mais est-ce que vous sentez notre institution s'armer pour pouvoir faire face ou pour pouvoir assumer concrètement ce nouveau rôle qui lui est dévolu? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le décret pour la modification de la loi organique a été déjà pris pour être transmis à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, sentez-vous que les lignes bougent du côté de notre institution, cette formation, ou bien on doit attendre que la loi organique soit modifiée pour pouvoir voir les actions? Vous savez, je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se fait. Mais l'autre chose également, je ne sais pas quelles sont les nouvelles propositions qui sont contenues dans le projet de loi organique. Si j'avais connaissance, on aurait pu échanger véritablement sur ça. Mais c'est à eux de nous donner des gages de ce qu'ils sont prêts à affronter les défis qui viennent. Peut-être qu'ils y travaillent. Vous savez, ces choses-là, on ne le fait pas en public. On fait un travail. C'est ça aussi le travail du régulateur. Vous voyez, quelquefois on jette la pierre au régulateur, mais on ne sait pas ce que le régulateur fait derrière les rideaux, comme on le dit, pour une sanction. Vous voyez, quand le régulateur prend une sanction, tout le monde crie. Mais avant ça, il y a peut-être des mises en demeure qui ont été faites, il y a peut-être des rappels à l'ordre qui ont été faits, mais c'est les sanctions qu'on voit et on le traite de père fouettard. Des gens l'appellent la hache. Bon, voilà. Le dernier aspect que nous allons aborder, docteur Dessureau, ce sont les défis aujourd'hui des médias.
Oui, les défis ne sont pas loin des enjeux. Alors, pour les journalistes, le défi, c'est d'abord le défi du contenu. Parce que nous sommes à l'ère du multimédia. Et ça, je pense que progressivement, cela est en train d'être corrigé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des journalistes multimédia, des journalistes qui sont capables de tout faire. Vous savez qu'avant, nous étions dans, comment dirais-je, dans un travail à la chaîne. Vous allez collecter l'information, vous venez vous déposer l'information. Peut-être celui qui va faire le traitement est là, celui qui va faire le montage est là, etc. Maintenant, aujourd'hui, les journalistes que nous avons, ils peuvent... Oui, il y a l'information en JRI. Oui, justement. C'est un avantage. Et c'est des choses qu'il faut savoir. Il faut pouvoir le faire. Vous voyez que même les anciens ont commencé par se mettre à jour par rapport à cela. Donc, il y a la maîtrise de l'outil numérique. L'autre chose également, c'est la qualité du contenu. Parce que nous sommes dans un secteur, c'est vrai, on parle de régulation, mais c'est un secteur également de dérégulation. C'est un secteur où, quand vous ne faites pas bien, vous disparaissez de vous-même. Quand vous n'avez pas de contenu, suffisamment de contenu, et des contenus de qualité, soyez sûr que vous allez disparaître. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Surtout avec l'avènement de la TNT. Surtout à l'avènement de la TNT. Il faut produire du contenu et du contenu de bonne qualité. Cela doit permettre quand même de, comment dirais-je, d'empêcher que nous ne soyons tout le temps dans les productions venues de l'étranger. Même si c'est la mondialisation, nous avons besoin également d'une protection de nos référents culturels à travers nos contenus. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Bon, l'autre chose également, c'est la gestion. Il faut que les chefs d'entreprise soient formés à une... Parce que la presse, ce n'est pas comme, je sais pas, les tissus qu'on vend à Tokpa ou bien ainsi de suite. Non, c'est l'information que vous gérez. C'est l'information que vous gérez. Et comment faire rentabiliser cela? Il doit y avoir beaucoup de réflexions sur ces choses-là. Si on veut véritablement que le secteur survive à la pression qui vient. Vous voyez, il y a la désinformation aujourd'hui. On parle d'un Fox, etc., etc. Mais l'autre problème, c'est que nous sommes dans un secteur où l'infobésité est en train de prendre corps. Nous avons des informations qui viennent de toutes parts. Et le journaliste, qui est aujourd'hui en concurrence avec le journaliste citoyen, veut également faire comme lui. Parce que quand j'ai l'information et que je ne la livre pas tout de suite, le journaliste citoyen a déjà balancé ça sans avoir traité, sans avoir fait, même si c'est des rumeurs, il publie n'importe quoi. Mais le journaliste aussi veut aller dans les scoops. Mais comment aller dans les scoops alors que nous avons l'obligation de traitement de l'information, l'obligation de recoupement de l'information avant publication. Et quelqu'un a pu dire que source unique égale à source nulle. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc, il y a tous ces débats-là, il y a tous ces défis-là auxquels le journaliste pour lesquels il doit répondre présent. Voilà. Donc, formation, il faut de la formation, il faut de la bonne gestion, il faut définir les modèles économiques, et voilà. D'accord. La TNT, on va en dire un mot, docteur Oui. de Suevo, puisque vous êtes expert en numérique. Vous avez vu un peu le paysage. Comment vous l'entrevoyez, cette mise en œuvre qui apparemment tarde un peu à venir, pratiquement? Oui, ça tarde, mais je peux vous dire que le bout du tunnel n'est plus loin. Parce que tout ce qui est technique a été déjà déployé. Les essais sont en cours. J'avais la chance d'avoir un décodeur TNT et je peux vous dire que c'est de la bonne qualité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la TNT a beaucoup d'implications. Beaucoup d'implications. Implications juridiques, implications techniques, etc. Il y a des transformations qui doivent se faire. Vous voyez l'opérateur de diffusion. Il y a un opérateur de diffusion. Et vous changez, vous en tant que journaliste, vous changez. Vous n'êtes plus dans la diffusion. Vous êtes juste dans l'édition aujourd'hui. Vous envoyez vos signaux, l'opérateur de multiplexage fait son travail et l'opérateur de diffusion va envoyer le signal. L'ORTB qui doit jouer ce rôle est obligé de faire sa mue, une transformation. Donc la partie édition, celle des journalistes, et la partie diffusion, celle des techniciens, seront séparées. Mais il faut assurer cela au niveau juridique. L'autre chose également, est-ce que les journalistes sont prêts? Parce que lorsque nous allons aller à la TNT, il faut bien qu'ils changent d'équipement. C'est ça, parce que vous n'allez plus utiliser, ils ne vont plus utiliser les équipements de diffusion.
ils n'auront que les équipements d'édition. Vous voyez? Donc, il y a une mutation même à leur niveau. Au niveau de la chaîne de valeur, il y a une mutation qu'il faut pouvoir prendre en compte, considérer. Est-ce que les journalistes sont prêts? Je ne sais pas. Moi, je me rappelle que j'ai fait beaucoup de communication sur la loi sur la radiodiffusion numérique. Mais je me suis rendu compte que les journalistes même ils n'y comprennent rien. Ils ne savent pas. Il ne faut pas les efforts pour savoir ce qui va se passer dans leur secteur d'activité. Est-ce que c'est qu'on ne fait pas des efforts? C'est qu'on ne maîtrise peut-être pas. On ne sait pas comment ça va s'appliquer. Hein. Ah, mais il faut chercher à savoir. Vous imaginez, vous travaillez. C'est justement votre rôle à vous, expert en numérique, de nous préciser, de nous expliquer ce qu'il faut faire pour pouvoir être ou pas. Si vous payez les services, on est là pour le faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que vous voyez? Mais plus sérieusement, je pense qu'il y a un travail à faire, aussi bien au niveau des journalistes qu'au niveau des responsables d'organes. Vous voyez? Ils doivent être prêts. Il y a même au niveau des diffuseurs, je pense, si j'ai bonne mémoire, où les opérateurs privés, notamment les journalistes, sont invités à avoir des actions dans le capital de l'opérateur de diffusion. Mais est-ce que c'est fait? Je ne sais pas. Je me rappelle qu'ils avaient été convoqués, mais qu'il n'y avait pas d'entente, etc. Est-ce que tout ça a été aplani? Je ne sais pas. Vous voyez? Mais il y a un travail à faire, un travail colossal à faire. Donc les journalistes ne sont pas encore au pas même. Je ne sais pas si entre le moment où j'étais aux affaires et aujourd'hui, si les choses ont changé, s'ils en ont pris conscience véritablement, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Mais je suis convaincu d'une chose, il y a du travail à faire, sinon ils seront pris de court. Ils seront pris de court. Merci à vous, docteur Dessuovo. Je rappelle que vous êtes expert en droit du numérique et des médias et ancien secrétaire général adjoint de la RAC. Nous sommes en train de clore cet entretien. Je vais vous laisser un temps pour conclure. Merci bien. Le temps est vite parti. Je voudrais dire que nous sommes à l'ère du numérique et devons comprendre, saisir les opportunités du numérique. Si on ne le faisait pas, nous allons rester, ou du moins, on va nous inviter sur le banc des accusés. Aujourd'hui, que ce soit le régulateur, que ce soit le gouvernement, que ce soit même les autres acteurs du secteur, il y a une nécessité de se mettre ensemble pour envisager l'horizon. Où est-ce que nous allons? Avec quels moyens? Et comment nous y allons? Et je voudrais finir pour dire que le gouvernement, même s'il a dissous le ministère de la Communication, je pense qu'il ne doit pas rester loin des médias. Il ne doit pas rester loin des médias. Le gouvernement a tenté de le faire à travers l'AOF du ministère du numérique, mais je pense que ma posture, ma position de technicien me dit que ce n'est pas bien fait. Peut-être que c'est une situation transitoire, mais qu'il faut vite corriger. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on supprime et on reprend les mêmes choses au niveau du ministère de la Communication, avec les mêmes attributions, avec tout ce que le chef de l'État a déploré. Quand on le fait comme ça, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut chercher à corriger ça. Pourquoi pas créer une structure, il y a le secrétaire général adjoint du gouvernement, mais il aura une technostructure qui va au moins permettre de porter la voix du gouvernement par rapport à certaines réformes. On ne peut pas tout confier à l'institutionnel ici et dire que bon, on s'en lave les mains. Ce n'est pas bon. Il y a quelques fois où le gouvernement doit pouvoir donner sa part de vérité sur certaines options qui sont faites. C'est important selon moi. Merci à vous, docteur Marius Dessuovo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis.